Chapitre 31. Ainsi que Madame Jennings l'avait prévu, le colonel Brandon entra pendant qu'Elinor préparait le thé. Et par sa manière de regarder autour de la chambre, elle comprit à l'instant qu'il s'attendait à n'y pas trouver Maria, qu'il le désirait et qu'il savait déjà ce qui occasionnait son absence. Madame Jennings n'eut pas la même idée, car dès qu'il fut entré, elle traversa la chambre, vint près de la table à thé où Elinor présidait et lui dit à l'oreille: « Le colonel a l'air bien sérieux, ma chère. Sûrement, il ne sait rien de l'affaire. Dites-lui bien vite que Maria est libre. Vous verrez comme il changera de physionomie. » Elinor sourit sans répondre. Quelques moments après, le colonel s'approcha d'elle, et avec un regard qui lui confirma qu'elle n'avait rien à lui apprendre, il s'assit à côté d'elle et lui demanda des nouvelles de sa sœur. « Maria n'est pas bien, dit-elle. Elle a été indisposée tout le jour, et nous lui avons persuadé de se mettre au lit. » « Peut-être, dit-il en hésitant beaucoup. Ce que j'ai entendu dire ce matin, peut-être est-ce plus vrai que je n'ai d'abord voulu le croire. Qu'avez-vous entendu dire ? Qu'un gentilhomme, que j'avais de fortes raisons de penser, de croire, d'être sûr même qu'il était engagé avec votre sœur. Mais pourquoi me le demander ? Vous le savez, j'en suis certain. Je l'ai vu en entrant, à l'altération de vos traits, à l'absence de votre sœur. Épargnez-moi donc la peine de le dire. » « Eh bien donc, dit Elinor, je suppose que vous entendez le mariage de M. Willoughby avec Mademoiselle Grey. Il paraît que c'est aujourd'hui que ce bruit a éclaté. Où l'avez-vous appris ? » ?»« Dans un magasin à Pall Mall, où j'avais affaire. 2 dames en parlaient ensemble, si haut qu'il m'était impossible de ne pas les entendre. Le nom de James Willoughby, fréquemment répété, attira mon attention. Celui de Mademoiselle Grey s'y joignit et fut suivi d'une assertion positive de leur mariage, qui doit avoir lieu dans quelques semaines. Aussitôt que la cérémonie sera faite, a ajouté l'une d'elles, ils partiront pour Hautecombe, la terre que M. James Willoughby possède en Somersetshire. Ah, Miss Elinor, mon étonnement à cette nouvelle. Mais il me serait impossible d'exprimer ce que j'ai senti. Cette dame, à ce que j'ai appris, se nomme Ellison. Son mari est tuteur de Mademoiselle Grey. Ainsi, elle doit être bien informée, et l'on ne peut en douter. « Nous n'en doutons nullement, dit Elinor. Mais vous a-t-on dit aussi qu'elle a 50 000 livres ? Il me semble que ce mot explique tout. » Peut-être, mais n'excuse rien, dit le colonel. Et Willoughby... Il s'arrêta un moment, et sans achever sa phrase commencée, il ajouta, en changeant de ton. « Et votre sœur, comment est-elle ? » Elle a beaucoup souffert. Mais j'ai l'espoir que plus son chagrin a été violent, plus il sera court. Elle a été, et elle est encore dans une cruelle affliction. Jusqu'à hier, elle n'avait eu, je crois, aucun doute sur ses sentiments. Et même actuellement, elle voudrait encore pouvoir le justifier. Quant à moi, je suis presque convaincue qu'il ne lui a jamais été réellement attaché. Mais combien il a été trompeur, artificieux, et même en dernier lieu, il a montré une dureté de cœur qui m'a excessivement surprise. L'habitude d'avoir ou de feindre de l'amour pour toutes les jolies femmes qu'on rencontre doit produire cet effet, reprit le colonel. Et Willoughby... Mais ne disiez-vous pas que votre sœur ne voit pas se conduite sous le même jour que vous ? Vous connaissez l'extrême sensibilité de Maria, colonel. Il lui en coûte trop de condamner sévèrement quelqu'un qu'elle a tant aimé. Il ne répondit rien. Le thé était fini, on arrangea les parties de jeu, et l'entretien fut interrompu. Madame Jennings, tout en jouant, regardait le colonel avec surprise. Elle s'était attendue que la nouvelle du mariage de son rival le transporterait de joie, et qu'elle aurait le plaisir de le voir aussi gai, aussi animé que s'il n'avait que 20 ans. Et il lui paraissait au contraire plus sérieux encore qu'à l'ordinaire. Il se dispensa de jouer et sortit bientôt. « On ne comprend plus rien aux hommes, » dit-elle le soir à Elinor. « J'aurais juré aussi qu'il aimait Maria. » La nuit fut meilleure pour cette dernière qu'Elinor ne l'avait espéré. Son abattement lui procura un peu de sommeil, mais en s'éveillant le lendemain, elle retrouva le même poids sur son cœur. Elinor, pour la soulager, l'engagea à parler du triste sujet qui l'oppressait, et avant qu'on les appelât pour le déjeuner,
Elles avaient traité à fond ce sujet, avec la même conviction du côté d'Elinor et avec ses tendres et raisonnables conseils, et du côté de Maria, avec les mêmes sentiments impétueux et les mêmes variations. Quelquefois, elle croyait Willoughby aussi malheureux et aussi innocent qu'elle-même. Dans d'autres moments, elle repoussait toute consolation et toute excuse et le voyait le plus coupable des hommes. Quelquefois, elle était absolument indifférente au jugement du public et voulait se montrer avec toute sa douleur. L'instant d'après, elle voulait se séquestrer pour toujours. Tantôt abattue à ne pouvoir presque pas parler ni faire un mouvement, tantôt se relevant avec énergie. Dans un seul point, elle ne changeait jamais. C'était d'éviter autant que possible la présence de Madame Jennings, et quand elle ne le pouvait, de garder un opiniâtre silence. Il fut impossible à sa sœur de lui persuader que Madame Jennings entrait dans ses peines avec une vraie compassion. « Non, non, répondait-elle, c'est impossible. La sensibilité n'est pas dans sa nature. Vous le voyez ? Elle connaît, sent si peu mon chagrin qu'elle croit pouvoir l'adoucir par des boissons ou par des mets plus recherchés. Elle me plaint comme elle plaindrait son chat, si on lui avait marché sur la patte, et rien de plus. Tout ce qu'elle aime, c'est de causer, de raconter, et elle n'est pas fâchée dans le fond d'en avoir un nouveau sujet. » Quoiqu'il y eût bien là-dedans quelques vérités, Elinor connaissait trop bien l'excellent cœur de Madame Jennings pour ne pas repousser ce qu'elle appelait une injustice. Mais elle ne put convaincre Maria, qui était presque toujours influencée dans ses jugements par la grande importance qu'elle mettait à une sorte de délicatesse raffinée et de sensibilité romanesque, au bon goût, au bon ton, aux grâces. Maria, de même que bien des personnes, avec un caractère bon, généreux, un esprit élevé, une sincérité parfaite, n'était ni juste ni raisonnable, et paraissait quelquefois exactement le contraire de ce qu'elle était réellement lorsqu'elle se laissait aller à ses impressions exagérées. Elle exigeait des autres les mêmes sentiments, les mêmes opinions qu'elle avait, et jugeait de leurs motifs par l'effet immédiat de leurs actions sur son esprit. Sa mère, à peu près dans le même genre, et fière de trouver dans une fille aussi jeune cet esprit vif et pénétrant, ce sentiment du beau, cet enthousiasme qui la rendait si éloquente et qui animait si bien sa charmante physionomie, avait plutôt augmenté cette disposition qu'elle n'avait cherché à l'affaiblir ou à la régler. Lorsque Maria alla trop loin, sa mère riait et disait « Mon Elinor est raisonnable pour deux, et cela se calmera avec les années. » Oubliant que les années ne changent point le caractère, et peuvent tout au plus le modifier. Et Madame Dashwood elle-même en était la preuve. Une légère circonstance vint encore mettre Madame Jennings plus bas dans l'estime de Maria, en lui causant une nouvelle source de peine. Et cependant, cette bonne femme n'était guidée que par l'impulsion de son excellent cœur et de sa bonne volonté. Les deux sœurs étaient remontées dans leur chambre après déjeuner. Elles discutaient encore sur Madame Jennings, lorsque celle-ci entra avec une lettre sortant à demi de ses mains, et la figure aussi gaie, aussi contente, aussi riante que si elle rapportait à Maria tout son bonheur. « Que me donnerez-vous, lui dit-elle en entrant, pour ce que je vous apporte ? Voilà le meilleur des remèdes, en montrant un bout de la lettre. » Le cœur de Maria lui battait au point de lui ôter la force d'aller arracher des mains de Madame Jennings cette précieuse lettre. Son imagination la lisait déjà en entier. Elle était de Willoughby, cela n'était pas douteux, pleine de tendresse, de repentir, expliquant tout ce qui s'était passé, satisfaisante, convaincante, et bientôt suivie de Willoughby lui-même, se précipitant dans la chambre, tombant à ses pieds et confirmant par l'éloquence de son regard les assurances de sa lettre. D'après l'expression des yeux de Madame Jennings et de ses signes à Elinor, elle crut que lui-même était le porteur de cette lettre et qu'il attendait en bas la permission d'entrer. Comment, sans cela, Madame Jennings aurait-elle su ce que renfermait cette lettre ? Hélas, ce tableau si rapide et si charmant fut bientôt effacé. La lettre est posée devant elle d'un air triomphant, et déjà Maria a reconnu sur l'adresse l'écriture de sa mère, qui pour la première fois de sa vie serra douloureusement son cœur. Son espérance avait été si complète et si vive que l'instant qui la détruisit fut un des plus cruels qu'elle eût encore passé. Il lui semblait n'avoir souffert que dans ce moment. La cruauté de Madame Jennings, en la trompant ainsi, car elle lui supposa une intention qu'elle n'avait jamais eue, lui parut au-dessus du reproche. Elle n'eut d'autre expression qu'un déluge de larmes, qui ne furent pas interprétées de cette manière par celle qui les faisait couler. Elle crut au contraire que c'était un excès d'attendrissement,
causée par la vue d'une lettre de sa mère. Et après avoir répété « Pauvre enfant, elle est si nerveuse que le plaisir même la fait pleurer », elle sortit sans avoir le moindre sentiment de sa maladresse, car c'était un manque de tact d'annoncer ainsi une lettre qui devait arriver tout naturellement. Tout autre qu'elle aurait prévu l'erreur de Maria, il la lui aurait épargnée. Passé le premier moment, Maria éprouva un sentiment de remords d'avoir aussi mal reçu une lettre de sa mère. Elle la reprit, la pressa contre ses lèvres, essuya ses yeux et la lettre, même mouillée de ses larmes, et l'ouvrit avec un tendre respect. Hélas, elle n'y trouva aucune consolation. Le nom de Willoughby remplissait chaque page. Madame Dashwood se confiant encore en son amour, en son honneur, ne croyant pas possible qu'on puisse se lasser d'aimer sa Maria, mais réveillée par les craintes et les soupçons d'Elinor, cherchait à relever l'espérance de sa fille chérie, sollicitait seulement son entière confiance, lui témoignait une affection sincère pour Willoughby, qui ne pouvait, disait-elle, les avoir trompés, et une telle conviction de leur bonheur lorsqu'ils se réunissent, que le désespoir de Maria en lisant cette lettre devint une espèce d'agonie. Heureusement, ses larmes avaient commencé avant la lire. Elles continuèrent et furent un soulagement. Elle cessa enfin de pleurer et témoigna alors la plus vive impatience de retourner auprès de sa mère. Elle seule entrerait dans ses sentiments, comprendrait sa douleur. Elle seule avait senti combien Willoughby méritait d'être aimé. Elle seule lui pardonnerait de l'aimer encore, malgré sa perfidie. Elle voulait partir ce matin même, et pria Elinor de sonner pour demander une voiture. Ce départ si prompt, si soudain, n'était pas du tout de l'avis d'Elinor. Outre l'émotion affreuse que ce retour inattendu donnerait à leur mère, qu'il fallait au moins en prévenir, et ses doutes sur le bien qu'il ferait à Maria, elle craignait avec raison qu'une absence si brusque, dans un tel moment, ne nuisît à sa réputation, et redoutait même les soupçons et les propos de Madame Jennings, excitée par la colère où ce départ la mettrait sûrement. Elle tâcha donc, sans lui dire les motifs qui l'auraient encore plus exaspérée, de faire entendre raison à sa sœur. Elle lui dit qu'il fallait au moins avoir le consentement de leur mère, que leur frère, étant attendu tous les jours à Londres, trouverait fort mauvais qu'elle partisse au moment de son arrivée, et la raison se fit enfin entendre à Maria. Madame Jennings sortit ce matin-là plutôt que de coutume, et ne demanda point à Elinor de la suivre. Il lui tardait que les Middleton et les Palmer sussent tout ce qui se passait, et puisse aussi s'affliger sur Maria et s'indigner contre Willoughby. Dès qu'elle fut partie, Maria conjura sa sœur d'écrire à leur mère, de lui dire toute sa douleur et de lui demander la permission de retourner auprès d'elle. Elinor s'assit pour cette pénible tâche. Maria, placée vis-à-vis d'elle, dans le salon de Madame Jennings, appuyée sur la même table où sa sœur écrivait, tantôt suivait le mouvement de sa plume, tantôt rêvait, sa main sur ses yeux, et s'affligeait aussi du chagrin que cette lettre causerait à sa bonne mère. Il y avait 1 heure qu'elles étaient ainsi, quand un coup de marteau à la porte fit tressaillir Maria. « Qui peut venir ?» dit Elinor, de si bonne heure. « J'espérais que nous étions à l'abri d'une visite. » Maria était déjà à côté de la fenêtre. « Qui serait-ce que le colonel Brandon ?» dit-elle avec humeur. « Est-on jamais à l'abri de le voir entrer ? Je ne veux pas le voir, et je m'échappe. Un homme qui ne sait que faire de son temps envahit toujours celui des autres. » Elle sortit par la salle à manger pour éviter de le rencontrer. Elinor, qui voulait achever sa lettre, hésitait si elle le recevrait dans l'absence de Madame Jennings. Mais il ne se fit point annoncer. Il entra, et son regard mélancolique, le son de voix altéré avec lequel il demanda des nouvelles de Maria, convainquit Elinor que c'était le seul but de sa visite. Elle pouvait à peine pardonner à sa sœur l'espèce d'aversion qu'elle témoignait à ce digne homme. « J'ai rencontré Madame Jennings à Bond Street, dit-il ensuite à Elinor. Elle m'a engagé à venir auprès de vous, et j'étais charmée, je vous l'avoue, mademoiselle, de cette occasion de vous parler sans témoin. Je le désirais d'autant plus que je vous jure que mon seul motif, mon seul vœu, mon seul espoir est de donner peut-être quelque consolation. Mais non, ce n'est pas le mot, bien au contraire, et je ne sais de quelle expression me servir. De donner à votre sœur une conviction déchirante, peut-être au premier moment, mais qui puisse contribuer à guérir son cœur. Mon attachement pour elle et mon estime pour vous et pour votre excellente mère m'ont décidé à vous confier quelques circonstances. Mais je vous en conjure, bonne Elinor, ne voyez dans cette confiance que mon ardent désir de vous être utile et aucun intérêt personnel. Je sais bien que quelque chose qu'il arrive,
je n'ai aucun espoir. Mais quoique j'ai passé bien des heures à me convaincre moi-même qu'il était de mon devoir de vous parler, j'ai besoin encore de votre aveu pour m'y décider. Je vous entends, dit Elinor. Vous avez quelque chose à me dire sur M. Willoughby qui dévoilera son caractère. Vous dites que c'est la plus forte preuve d'amitié que vous puissiez donner à ma sœur. Ma reconnaissance vous est donc bien assurée. Si ce que vous avez à me confier tend à la guérir plutôt de sa malheureuse inclination, parlez, je vous en conjure. Je suis prête à vous entendre. Chapitre 32. Vous me trouverez, dit le bon colonel à Elinor, un très maussade narrateur. Je sais à peine par où commencer le récit que j'ai à vous faire. Quand je quittai Barton le dernier octobre, mais il faut que je prenne mon récit de plus loin. Il faut que je vous parle de ma propre histoire. Je vous promets d'être bref, et vous pouvez vous fier à moi. C'est un sujet sur lequel je crains de demeurer longtemps. Et ces mots furent accompagnés d'un profond soupir. Il s'arrêta un moment, comme cherchant à rassembler ses idées. Ensuite, il poursuivit. Vous avez probablement, Miss Dashwood, oublié une conversation que j'eus avec vous un soir, à Barton Park, pendant qu'on dansait. Je vous parlais d'une dame que j'avais connue autrefois, qui ressemblait à beaucoup d'égards à votre sœur Maria. Je ne l'ai point oublié, s'écria Elinor. Je pourrais, je crois, vous dire vos mêmes paroles, mais qui pourrait rendre l'expression de sentiment avec lequel vous parliez de cette femme. Je l'avoue, dit le colonel. C'était avec une bien vive émotion que je remarquai dans votre sœur une ressemblance frappante, à plusieurs égards, avec cette femme qui n'existe plus depuis longtemps. Ce n'est pas peut-être dans le détail des traits que ce rapport existe, quoiqu'il y en ait aussi. La figure de Maria est plus belle, mais c'est la même expression de physionomie, le même regard, la même chaleur de cœur, la même vivacité d'imagination, le même caractère. Élisa était ma proche parente. Orpheline dès son enfance, elle fut mise sous la tutelle de mon père. Je n'avais qu'une année de plus qu'elle, et nous étions élevés ensemble. Elle était la compagne de mes jeux et mon intime amie. Je ne puis me rappeler le temps où je n'aimais pas Élisa, et mon affection croissant avec les années devint enfin un sentiment passionné. En me jugeant sur ma gravité actuelle, vous m'avez cru peut-être incapable d'un sentiment exalté. Il l'était, au point que ni le temps, ni sa mort n'ont pu l'éteindre. Et qu'au moment où je vis votre sœur, qui me la rappelait si parfaitement, il se réveilla avec une nouvelle force. Élisa m'aimait aussi. Son attachement pour moi était aussi vif, aussi passionné que celui de votre sœur pour Willoughby. Jugez donc si je l'excuse, si je le comprends. Vous, sage Elinor, vous qui savez placer vos sentiments sous l'égide de la raison, vous ne devez pas comprendre le moment où l'on n'entend plus sa voix, où celle de l'amour est seule écoutée. Ici, des larmes remplirent les yeux d'Elinor. Mais votre sensibilité vous rend indulgente pour les faiblesses du cœur, et j'en abuse peut-être. Un sourire d'Elinor, et même ses larmes, lui dirent de continuer. La fortune d'Élisa était considérable. Nous n'y avions jamais pensé. Elle était destinée à mon frère aîné. Nous l'ignorions tous les deux. Il voyageait avec un gouverneur et connaissait à peine sa jeune cousine, qu'il avait jusqu'alors regardée comme un enfant. Lorsqu'il revint dans la maison paternelle, il avait 24 ans. Élisa 17 et moi 18. Mon père, alors, nous dévoilant ses desseins, ordonna à sa nièce de se préparer à donner sa main à mon frère. Il aimait passionnément ce fils, qui pendant 6 ans avait été son fils unique, et ne pouvant lui laisser assez de fortune à son gré, il voulait lui assurer celle de sa pupille. Voilà, je crois, la seule excuse que je puisse alléguer pour celui qui était à la fois l'oncle et le tuteur de cette jeune victime. Prosternée à ses pieds, Élisa, en avouant notre amour, implora en vain sa pitié. En vain offrîmes-nous d'un commun accord de céder à mon frère cette fortune qui nous rendait si malheureux. Mon père traita et notre attachement et cette proposition de folie enfantine, qu'il ne lui était pas même permis d'écouter, et persista durement dans ses projets, en disant qu'il saurait bien se faire obéir d'elle ainsi que de mon frère, qui, sans aimer du tout sa cousine, consentait cependant à l'épouser. Au désespoir, et décidé à tout plutôt qu'à renoncer l'un à l'autre,
Nous formâmes un projet d'évasion. Le jour était fixé. Nous devions fuir en Écosse. Nous fûmes trahis par la femme de chambre de ma cousine. Mon père, en fureur, me bannit de sa maison. Il m'envoya chez un parent dont les terres étaient très éloignées, avec l'injonction de me surveiller, ce dont il s'acquitta avec dureté. Élisa, renfermée dans sa chambre, privée de toute société, de tout plaisir, fut traitée plus rigoureusement encore. Elle me promit en nous séparant que rien au monde ne pourrait ébranler sa constance. Et avant que l'année fût écoulée, on m'apprit en me rendant ma liberté que j'avais trop compté sur le courage d'une fille de 17 ans, que celui d'Élisa avait cédé à l'ennui de sa situation, peut-être au mauvais traitement, et que celle qui devait être ma femme, ma compagne, était actuellement ma belle-sœur. Ce coup qui nous séparait à jamais fut terrible. Cependant, j'étais bien jeune, et si j'avais pu croire qu'elle fût heureuse avec mon frère, peut-être aurais-je fini par prendre mon parti. Mais pouvait-elle l'être avec un homme qui, sans l'aimer, et seulement pour sa fortune, consentait à l'épouser malgré elle, lui connaissant un autre attachement, et condamnant son frère au désespoir et à l'exil? Car mon père, sans même me revoir, me plaça dans un régiment qui passait aux Grandes Indes, ce qui me fit plaisir. Je n'aurais pas pu revoir Élisa dans notre nouvelle situation, et je n'aurais pas voulu l'exposer aux soupçons de son mari, ni renouveler par ma présence le souvenir d'un sentiment que je désirais alors qu'elle put oublier. Je vous ai dit qu'elle ressemblait à votre sœur. Vous savez donc déjà qu'elle était belle, séduisante, que son cœur et son imagination étaient toujours en mouvement. En un seul point, elle différait de Maria. Elle n'avait pas comme votre sœur la sauvegarde d'un système arrêté, celle de n'aimer qu'une fois en sa vie. Ici, il soupira profondément. Elinor, qui ne croyait pas au système arrêté d'une fille de 18 ans, ne put s'empêcher de sourire à demi. Le colonel continua, mais avec une peine visible. « Combien ce qu'il me reste à vous apprendre me coûte à prononcer ?» dit-il avec un accent étouffé. « Il ne faut pas moins que le motif qui me conduit ici pour m'y décider. » Elinor l'encouragea par un regard plein d'amitié. « Mon père mourut peu de mois après ce mariage. Élisa, si jeune encore, sans expérience, livrée à elle-même avec une vivacité de caractère qui aurait demandé d'être guidée, se trouvait unie à un mari qui n'avait pour elle ni attachement, ni aucune de ces attentions qui gagnent par degrés un cœur aimant. Il la traitait même avec dureté. Ah, qui pourrait ne pas la plaindre, si elle avait eu seulement un ami pour l'avertir des dangers de sa situation? Mais la malheureuse Élisa ne trouva qu'un séducteur qui la conduisit à sa perte. Si j'étais restée en Angleterre, peut-être, mais je croyais assurer son bonheur par mon absence, bien plus que par ma présence. Et dans le seul motif de rendre la paix à son cœur, je la prolongeais plus que je n'aurais dû. Ce que j'avais ressenti en apprenant son mariage n'était rien auprès de ce que j'éprouvais lorsque 2 ans après, j'appris son divorce, demandé par un époux justement outragé. C'est là ce qui m'a jeté dans cette tristesse que je n'ai pu vaincre. Même actuellement, le souvenir de ce que j'ai souffert. Il ne put continuer. Et se levant, il se promena vivement dans le salon pendant quelques minutes. Elinor, affectée par ce récit, et plus encore par l'émotion qu'il lui avait causée, ne pouvait lui parler. Après quelques instants, elle fut à lui, et le conjura de cesser une narration qui lui faisait autant de peine. « Non, lui dit-il, après avoir baisé sa main avec un tendre respect. Il faut que vous sachiez tout. Je n'ai pas touché encore ce qui peut vous intéresser. Daignez m'écouter quelques instants de plus. » Ils se rassirent à côté l'un de l'autre, et il reprit ainsi. « Je fus encore 3 années, depuis ce malheureux événement, sans retourner en Angleterre. Mon premier soin, quand j'arrivai, fut de la chercher, mais mes recherches furent vaines. Je ne pus arriver qu'à son premier séducteur, qu'elle avait abandonné, et tout donnait lieu de penser que dès lors, elle s'était toujours plus enfoncée dans le mal. Mon frère, en se séparant d'elle pour raison d'inconduite, n'avait pas été obligé de lui rendre toute sa fortune, et ce qu'il lui donnait annuellement ne pouvait lui suffire. J'appris de lui qu'une autre personne s'était présentée pour toucher cette rente. Il imaginait donc, et avec un calme dont je fus révoltée, que ces extravagances l'avaient obligé de disposer dans un moment de pressant besoin de la seule chose qui lui restât pour vivre. Je ne pus supporter cette idée.
ma cousine, l'amie de mon enfance, l'amante de ma jeunesse, ma sœur, mon Élisa, réduite à la misère. Cela me poursuivait sans relâche. Je recommençais de nouveau mes recherches dans tous les lieux où le malheur et le désespoir pouvaient l'avoir conduite, sûre qu'elle n'était pas morte, puisque son annuité se payait encore. L'individu qui la touchait ne put me donner que des renseignements obscurs. Enfin, après 6 mois de courses inutiles, je la trouvai par hasard. J'appris qu'un ancien domestique de mon père avait eu du malheur et venait d'être enfermé pour dette. J'allais le délivrer, et dans la même maison d'arrêt, et pour la même cause, était aussi mon infortunée sœur. Si changée, si flétrie par des peines de toute espèce qu'à peine pus-je la reconnaître. Ce fut elle qui me reconnut à l'instant, et qui, me nommant avec un cri déchirant et en se cachant le visage entre les mains, m'apprit que j'avais devant moi l'objet de tant de recherches. Cette figure si maigre, si triste, où l'on voyait à peine quelques traces de beauté, c'était mon Élisa. C'était celle que j'avais adorée et quittée dans la fleur de la jeunesse, de la santé, d'une surabondance de vie et de sentiments. Ce que je souffris en la retrouvant ainsi. Mais non, je n'ai pas le droit d'exciter votre sensibilité pour une étrangère, quand vous avez assez de vos peines. Je me suis même trop étendue sur un sujet si douloureux. Suivant les apparences, Élisa était au dernier degré de la consomption. Et son malheur et le mien étaient au point que ce fut une consolation. La vie ne pouvait plus avoir d'autre prix pour elle que celui de lui donner le temps de se préparer à la mort, et ce temps lui fut accordé. Ce jour même, elle fut placée dans un bel appartement, entourée de tous les soins nécessaires. Je la visitais chaque jour pendant le reste de sa courte vie, et je reçus son dernier soupir. Il s'arrêta encore. Elinor lui témoigna avec l'expression la plus sincère la part qu'elle prenait au triste sort de son amie. « Votre sœur, j'espère, dit-il, ne peut être offensée par la ressemblance qui m'a frappée entre elle et ma pauvre infortunée parente. Leur destin ne peut jamais avoir le moindre rapport. Et si les dispositions naturelles de mon Élisa avaient été soutenues par une sœur comme Elinor ou par un heureux mariage, elle aurait été sûrement tout ce que Maria sera un jour, quand cet orage de son cœur aura dissipé les illusions, trop romanesques peut-être, mais bien séduisantes, auxquelles son imagination s'est livrée. Mais à quoi mène cette déplorable histoire, allez-vous penser ? Peut-être à avancer le moment où votre sœur bannira de sa pensée celui qui ne la méritait pas ? Pardonnez donc, si dans ce but j'ai risqué de vous faire partager la pénible émotion que ce récit m'a donnée. Depuis 15 ans que j'ai fermé les yeux d'Élisa, c'est la première fois que ce nom, toujours présent à ma pensée, est sorti de ma bouche. Je n'ai pas même voulu que sa fille le portât. « Sa fille ?» interrompit Elinor. « Serait-ce ? Madame Jennings vous a peut-être parlé de Miss Williams ? J'ai vu par quelques mots qu'elle connaissait son existence et le tendre intérêt que je prends à cette jeune personne, qui ne sera pas, hélas, plus heureuse que celle qui lui fit le triste présent de la vie, sous de si fâcheux auspices. Cet enfant, fruit de sa coupable liaison, âgé de 3 ans, était avec elle. Elle la chérissait et ne l'avait point quittée. Ce qui m'a prouvé qu'elle était vraie lorsqu'elle m'a juré qu'elle n'avait pas d'autre faute à se reprocher et que le repentir seul lui avait fait quitter le père de cet enfant. Elle me le dit encore en expirant et en me recommandant sa fille, que je promis de regarder comme si elle était la mienne. Je sentis tout le prix de sa confiance, et je lui aurais bien volontiers servi de père dans le sens le plus strict, en veillant moi-même sur son éducation, si ma situation me l'avait permis. Mais je n'avais ni famille, ni demeure qui m'appartinssent. Ainsi je fus forcée de placer ma petite pupille dans une pension, sous le nom de Caroline Williams. Ce dernier est mon nom de baptême, que je me plu à lui donner. Je la vis aussi souvent qu'il me fut possible, et depuis la mort de mon frère, arrivé il y a 5 ans, qui me laissa la propriété de tous les biens de la famille, elle m'a souvent visitée à Delaforte. Je la présentais comme une parente dont j'avais été nommé le tuteur, mais je me doute qu'on a soupçonné dans le monde qu'elle me tenait de plus près. Résolue de la traiter comme ma fille,
Je n'ai pas démenti ce bruit, puisqu'également sa naissance n'était ni légitime ni avouée. Il y a 3 ans, que la trouvant grande et formée pour son âge, elle avait alors 14 ans, je l'ôtais de la pension où elle était depuis la mort de sa mère, pour la placer sous les soins d'une femme très respectable, qui réside en Dorsetshire, et s'est chargée de surveiller l'éducation de 5 ou 6 jeunes personnes. Pendant 2 ans, je fus parfaitement content de ma fille adoptive, aussi jolie que sa mère. Elle paraissait plus posée, plus calme. Sa maîtresse, qui l'aimait beaucoup, avait en elle tant de confiance qu'elle me sollicita de lui permettre de passer quelques semaines à Bath, avec les parents de l'une de ses jeunes amies, qui désiraient sa société pour leur fille. Je connaissais cette famille sous un jour avantageux. La santé de Caroline avait toujours été délicate. Je pensais que cette course et les bains la fortifieraient, et j'eus l'imprudence d'y consentir. C'est là sans doute où elle fit la connaissance qui lui a été si fatale. J'ai su depuis que le père de son ami, ayant été retenu par la goutte à la maison, était soigné par sa femme, et que les 2 jeunes amies allaient seules dans les promenades ou à leurs emplettes du matin. Quoique l'amie de Caroline n'ait jamais voulu convenir de rien, j'ai lieu de croire qu'elle était confidente de son inclination et la favorisait. De retour à leur pension, Caroline ne fut plus la même. Rêveuse, inégale, inattentive, elle s'échappait souvent pour se promener seule dans les environs. La maîtresse la menaça de m'avertir. Enfin, au mois de février, il y a à présent 1 année, elle sortit un jour comme à l'ordinaire et ne revint pas. Après 1 jour ou 2 passés en recherche inutile, je fus avertie de sa disparition. J'accourus, et tout ce que je pus apprendre, c'est qu'elle s'en était allée. Pendant 8 mois, je fus livrée à des conjectures dont l'une détruisait l'autre, et me replongeait dans une incertitude cruelle. Tout ce que je pus découvrir, c'est qu'un jeune homme d'une figure, d'une beauté remarquable, avait souvent été vu dans les environs, se promenant avec elle, mais je ne pus avoir aucune lumière sur son nom. « Oh ciel !» s'écria Elinor. « Serait-ce ? Est-il possible que ce soit Willoughby ?» Sans lui répondre, le colonel continua. Toutes les recherches pour découvrir quelques traces de sa demeure ayant été inutiles, je tombai dans un sombre abattement, dont mon ami Sir George Middleton eut la bonté de s'inquiéter. Il m'invita de passer quelque temps à Barton Park pour me distraire. Je ne lui avais point confié la cause de mon chagrin, espérant d'un jour à l'autre retrouver ma brebis égarée et sauver au moins sa réputation. J'avais besoin de fuir les lieux où je l'avais vue, où je ne la voyais plus, et j'acceptai la proposition de mon ami. C'est alors que je fis la connaissance des intéressantes parentes de Sir George. C'est là que je vis avec un trouble que je ne pus cacher l'image vivante de ma pauvre Élisa, image qui me fit une impression d'autant plus vive, d'autant plus douloureuse, qu'elle me retraça en même temps et la perte de la mère et celle du dépôt qu'elle avait confié à mes soins. Vous fûtes souvent témoin de ma mélancolie. Elle vous intéressa et rebuta peut-être la vive et brillante Maria. Bientôt, un autre objet vint l'occuper en entier et m'enlever même la faible espérance de pouvoir jamais lui plaire. Je combattais entre la nécessité de partir et le désir de rester lorsque je reçus inopinément une lettre de Caroline elle-même, dans les premiers jours d'octobre. Elle me fut renvoyée de ma terre de la Forte où elle était adressée. Je la reçus le matin du jour où nous devions tous aller à Whitwell. Vous vîtes l'émotion qu'elle me donna, et qui fut d'autant plus vive que l'écriture, les expressions de ma pauvre repentante pupille me firent présumer qu'elle était très malade et qu'elle avait un besoin pressant de mon secours. Elle me disait où je la trouverais. C'était dans un hameau tellement retiré que je ne fus pas surpris qu'elle eût échappé à toutes mes recherches. Je n'avais donc pas un instant à perdre, et je résolus de partir tout de suite pour aller la chercher. Je parus fort étrange, fort entêtée. Vous seul ne fîtes aucun effort pour me retenir. Et pardonnez si j'ose croire que vous étiez celle qui me regrettait le plus. Je partis, très inquiet de l'état où je trouverais ma fille adoptive, et le cœur serré du regard courroucé de Maria, qui ne me pardonnait pas de faire manquer cette partie. Oh, combien j'étais alors loin de me douter que cet heureux Willoughby, dont les regards me reprochaient l'impolitesse de mon départ, fut celui qui en était la cause. Et lui-même, s'il avait su que j'allais au secours de celle qu'il avait perdue, abandonnée. Mais en aurait-il été moins gai, moins satisfait ? Un sourire de Maria ne lui faisait-il pas oublier les larmes de ma pauvre Caroline ?
Non. L'homme capable de laisser la jeune fille dont il a séduit l'innocence, de la laisser dans la misère et dans l'abandon, sans asile, sans amis, sans secours, ignorant sa retraite, et qui, pendant que sa victime meurt de douleur, médite peut-être la perte d'une autre, non, un tel être n'est pas susceptible de remords. Il avait quitté Caroline en lui promettant de revenir bientôt. Il n'était pas revenu. Il ne lui avait pas écrit. Il ne pensait plus à elle. Un mouvement involontaire avait fait baisser les yeux à Elinor, comme si elle avait eu honte, pour sa sœur, d'avoir été même sans le savoir complice d'une telle perfidie. Elle le releva plein d'indignation. « C'est au-dessus, dit-elle, de tout ce que je pouvais imaginer. Mais mon cher colonel, pourquoi ?» Elle s'arrêta, tremblant elle-même du reproche qu'elle se croyait en droit de lui faire. « Je vous entends, dit-il. Pourquoi ne vous ai-je pas averti plus tôt ? Non, je ne puis vous exprimer ce que j'ai souffert depuis mon retour, combattant chaque jour, chaque instant avec moi-même, pour vous cacher ou vous découvrir cette histoire. Lorsque je vis que Willoughby ne retournait point à Barton, j'espérais que quelque incident vous avait dévoilé son caractère, ou que sa légèreté l'avait entraîné loin de Maria, et qu'il n'était plus dangereux pour elle. Mais quand je vis, quand j'appris de vous-même qu'elle l'aimait plus tendrement, plus passionnément que jamais, quand le bruit de leur mariage se répandit généralement, quand je sus qu'ils étaient en correspondance, mais alors, qu'aurais-je pu dire ? Mon intérêt personnel dans toute cette affaire était si grand, si compliqué, qu'il m'était peut-être interdit de m'en mêler lorsque tout était conclu. Je n'aurais peut-être persuadé personne, et Maria, blessée, désespérée, et par moi, m'offrait un tableau affreux à soutenir. Willoughby, sans doute, avait été rendu à la vertu par l'empire irrésistible d'une famille telle que la vôtre, et des charmes de Maria. Il avait continué à l'adorer, et j'osais espérer que, revenu de ses erreurs de jeunesse, il la rendrait heureuse. Jamais je n'avais eu l'espoir que ma pauvre Caroline pût devenir sa compagne, vu la tâche de sa naissance, celle même de sa séduction. Sans doute, il fut bien coupable avec elle, mais dans ce siècle, si l'on comptait trop sévèrement les torts de cette espèce, quel jeune homme serait digne d'obtenir la main d'une femme honnête ? Et celle qui allait appartenir à Willoughby réunissait tant de perfection qu'elle devait sans doute fixer son inconstance. Voilà, chère Elinor, les motifs de mon silence. J'allais jusqu'à me persuader que dans ma situation, c'était un devoir de me taire. Cependant, un sentiment intérieur m'a souvent engagée à m'ouvrir entièrement à vous. Et si je vous avais trouvé seule la semaine passée, quelques rapports sur Willoughby, sur la cour qu'il faisait publiquement à Miss Grey et la tristesse de Maria, m'auraient enfin décidé à vous parler. Je vins ici, déterminée à vous faire connaître la vérité. Je commençai une explication. Vous m'interrompîtes en m'assurant que vous ne croyiez point que le mariage de votre sœur eût lieu. Alors, je me retins. Pourquoi nuire sans nécessité à un homme qui me regarde déjà comme son ennemi, que j'ai déjà puni de sa perfidie ? Mais actuellement, qu'il en agit aussi indignement avec Maria, je n'ai plus de ménagement à garder, et je dois faire connaître à votre sœur le danger qu'elle a couru, en s'attachant à un homme sans principe, sans mœurs, sans délicatesse, qui lui destinait sans doute le même sort qu'à ma pauvre Caroline, s'il avait pu triompher aussi facilement. Quel que soit son chagrin actuel, il doit se changer en reconnaissance pour l'être suprême qui a veillé sur elle et la garantie des pièges dont elle était environnée. Qu'elle compare son sort avec celui de ma pauvre enfant trompée, aussi dans le premier choix de son cœur, et n'ayant plus la consolation de sa propre innocence. Qu'elle se représente cette jeune fille avec une passion dans le cœur aussi forte, aussi vive que la sienne, et peut-être augmentée par ses sacrifices, tourmentée de l'abandon de celui qu'elle aime, et pour qui elle a renoncé à sa propre estime, et de reproches cruels de sa conscience, qui ne cesseront jamais. Il est impossible que Maria ne trouve pas alors ses souffrances bien légères. Elle ne procède pas d'elle-même. Elle a conservé dans son entier sa propre estime, et celle de tous ses amis. Une tendre compassion de son malheur, le respect pour la dignité avec laquelle elle le supportera sans doute, ne peuvent qu'augmenter leur amitié. Et peut-être que celui qu'elle regrette, parce qu'elle le voit encore sous le bandeau des illusions de l'amour, cessera de l'intéresser quand il lui sera mieux connu. Usez, chère Elinor, de votre prudence, de votre discernement, pour lui communiquer ce que je viens de vous dire. Vous pouvez bien mieux que moi juger de son effet,
et de ce que vous devez lui apprendre ou lui cacher. Mais si je n'avais pas cru de bonne foi, et dans ma conscience, que cette histoire pût vous être utile pour adoucir ce regret, je ne me serais jamais permis de vous troubler par le détail de mes propres afflictions, et par un récit d'où l'on peut présumer que je cherchais à me relever, aux dépens des autres. Elinor le remercia avec l'expression de la plus tendre reconnaissance. Il lui dit qu'elle pensait comme lui, que cette communication serait avantageuse à sa sœur. « J'ai été plus peinée, dit-elle, de l'avoir essayé de le justifier que de tout le reste. Elle ne peut supporter qu'on l'accuse ni qu'on le soupçonne. Mais ici, il y a plus que des soupçons, c'est une certitude de son indignité qui doit faire effet sur un caractère tel que celui de Maria. Quoique d'abord, elle en souffrira beaucoup, je suis presque sûre de l'efficacité de ce remède. » Après un court silence, elle ajouta : « Avez-vous revu M. Willoughby depuis que vous l'avez quitté à Barton ? » ?»« Oui, » répondit gravement le colonel. « Je l'ai vu une fois. Notre rencontre était inévitable. » Elinor, frappée de son accent, le regarda avec étonnement en lui disant : « Expliquez-vous ? Comment ? Où l'avez-vous rencontré ? » Il n'y avait qu'une seule manière. Caroline m'avoua enfin, quoiqu'avec beaucoup de peine, le nom de son séducteur. Je ne pouvais pas laisser passer son indignation sans lui dire mon opinion sur sa conduite avec la jeune fille confiée à mes soins. Je lui écrivis à Altenham, dans des termes qui l'obligèrent à se rendre directement à Londres, où je lui donnai rendez-vous. Il y fut exact, car l'homme qui manque aux lois de l'honneur avec un sexe faible et sans défense n'a garde d'y manquer avec son propre sexe. Nous nous rencontrâmes donc, lui pour défendre et moi pour punir sa conduite. Il fut blessé au bras. Je n'en voulais pas à sa vie. Et lors même que le désir de la conserver l'aurait engagé à m'offrir de réparer ses torts en épousant Caroline, je n'y aurais pas consenti. L'exemple de sa mère m'a trop fait sentir les dangers d'une union qui n'est pas fondée sur un attachement et une estime réciproque. J'aime mieux consoler mon enfant d'une faiblesse excusable peut-être, dans un âge aussi tendre, que de l'exposer à devenir bien plus coupable en l'unissant à un homme dont les principes sont aussi relâchés. Désolée de ne pas avoir su prévenir le malheur de la fille de mon Élisa, d'avoir si mal répondu à sa confiance. Je consacre le reste de ma vie à adoucir ses peines, à la réconcilier avec elle-même, à la consoler d'une faute qu'elle peut encore réparer, à force de vertu, et en remplissant tous les devoirs qui lui sont imposés. Est-elle à Londres ? Non. Sa santé avait besoin d'un air plus pur. Je la trouvais près de devenir mère. Son fils, qui sera le mien, l'occupe uniquement. Je l'ai placée à la campagne, chez des gens dont je suis sûre, comme une jeune veuve. Et si l'on peut croire à l'efficacité d'un profond et sincère repentir, le ciel lui a pardonné une faute aussi chèrement payée. Se rappelant tout à coup que Maria avait peut-être besoin de sa sœur, que Madame Jennings allait rentrer, il termina sa visite, recevant encore tous les remerciements d'Elinor et la laissant pleine d'estime pour lui, de compassion pour sa fille adoptive et d'indignation contre Willoughby. Chapitre 33. Elinor trouva bientôt l'occasion de répéter cette conversation à sa sœur, mais l'effet fut très différent de ce qu'elle avait imaginé. Maria n'eut pas l'air d'avoir un seul doute. Elle écouta le récit avec la plus ferme et la plus soumise attention, sans faire aucune remarque, aucune objection, sans interrompre cette narration par la moindre exclamation douloureuse. Elle n'essaya point de justifier Willoughby. Elle versait des larmes et semblait convenir par son silence qu'elle sentait que c'était impossible. Toute sa conduite prouva à Elinor que la conviction de cette perfidie avait frappé son esprit, mais sans guérir son cœur. Elle vit aussi avec satisfaction, mais avec une grande surprise, qu'elle ne cherchait plus à éviter le colonel Brandon. Quand il entrait dans le salon, elle ne sortait plus. Elle ne lui parlait pas la première, mais elle lui répondait avec beaucoup de politesse, et même avec une sorte de respect, et ne se permettait plus un seul mot contre lui. « Ce pauvre colonel, disait-elle à Elinor, comme je l'ai mal jugé. Il a aimé passionnément, et il a été trahi. Ah, combien je le plains. » En tout, elle était plus calme, plus résignée en apparence.
Mais elle n'en paraissait pas moins malheureuse. Son esprit avait pris une assiette plus tranquille, mais aussi plus mélancolique. Et toujours, elle était plongée dans un profond abattement. Elle sentit plus pesamment la perte des vertus et du caractère qu'elle avait supposé à Willoughby qu'elle n'avait senti celle de son cœur. La séduction de mademoiselle Williams, l'abandon qui en avait été la suite, la misère de cette pauvre jeune fille qui contrastait si fort avec la gaieté brillante de son séducteur, un doute sur les desseins qu'il pouvait avoir eus sur elle-même, lorsqu'il feignait si bien un amour qu'il n'avait peut-être pas. Tout cela réuni l'oppressait au point de ne pouvoir plus même en parler avec Elinor. Et nourrissant en silence le chagrin qui la dévorait, elle causait plus de peine à sa sœur que si elle le lui avait confié du matin au soir. Elle recevait de leur mère de fréquentes lettres, qui n'étaient qu'une répétition de tout ce que Maria avait dit et senti. Sa douleur égalait presque celle de cette dernière, et son indignation surpassait celle d'Elinor. Des pages entières arrivaient tous les jours, pour dire et redire toutes ses pensées, tous ses sentiments, pour exprimer sa sollicitude sur sa chère Maria, pour la supplier d'avoir un courage dont elle ne lui donnait pas l'exemple, et pour la recommander à Elinor. Malgré son désir de les revoir toutes les deux, elle insistait positivement pour qu'elles ne revinssent pas encore à Barton. Ce lieu, plus que tout autre, retracerait à sa pauvre Maria son bonheur passé, et nourrirait son amour et son affliction. À chaque place, disait-elle, elle verrait en imagination Willoughby comme elle l'avait vu, tendre, empressé, uniquement occupé d'elle et des moyens de lui plaire. Et l'imprudente mère ne songeait pas qu'en présentant elle-même ce tableau à Maria, elle lui faisait tout le mal qu'elle voulait éviter. Elinor vit avec chagrin que chaque lettre de la chaumière redoublait la tristesse de sa sœur. Elle en vint à croire qu'en effet, madame Dashwood faisait mieux de ne pas la rappeler auprès d'elle, et qu'elle ne ferait que s'exciter ensemble au regret et à la douleur. Madame Dashwood les engageait à profiter de l'invitation et de la générosité de madame Jennings, et à rester au moins pendant les 6 semaines qu'elle avait fixées pour leur séjour à Londres. Une variété d'objets, d'occupations, de sociétés pourrait peut-être, disait-elle, distraire sa chère Maria de ses tristes pensées et lui procurer quelque autre objet d'intérêt. La rencontre fortuite de Willoughby ne l'inquiétait point. Elle n'était pas à craindre. Tous leurs amis, toutes leurs connaissances, partageaient sans doute son indignation et n'auraient garde de l'inviter. Maria avait même moins de chance de le rencontrer qu'à Barton. Il pouvait être obligé d'un jour à l'autre de faire une visite à madame Smith à Altenham, à l'occasion de son mariage, et même d'y amener sa femme, ce qui serait absolument insupportable et ne manquerait pas d'arriver. Un autre motif se joignait encore à cela pour engager ses filles à rester à Londres. Une lettre de M. John Dashwood lui avait annoncé que dans le milieu de février, ils y seraient établis, en famille. Elle désirait beaucoup que ses filles fussent à même de le voir. Sans le dire, elle pensait aussi que son Elinor gagnerait sûrement le cœur de madame Ferrars, et qu'elle verrait au moins une de ses filles heureuse et bien établie. Maria avait promis de se laisser guider par l'opinion de sa mère. Elle s'y soumit donc sans opposition, quoique la sienne fût absolument contraire. « Maman se trompe sur tous les points, pensant-elle, en me faisant rester à Londres. Elle me prive des consolations que je trouverais dans sa tendre sympathie pour l'excès de mon malheur, et je ne serais pas forcée de voir une société dont le manque total de goût et de sentiment me repousse et me blesse, et avec laquelle je ne puis espérer un seul instant de repos. » La seule chose qui lui fit prendre son parti sur cette décision fut l'avantage d'Elinor, qui pourrait voir Edward journellement chez sa sœur. Elinor, de son côté, pensant qu'avec des relations de famille aussi intimes, elle ne pourrait pas toujours éviter Edward, fortifier son âme pour s'accoutumer à le voir, non plus comme son futur époux, mais comme celui de Lucy Stills, et croyait ainsi que sa mère, que dans les dispositions mélancoliques de Maria, un peu des distractions de la ville lui valaient mieux qu'une solitude remplie de si dangereux souvenirs. Ses soins pour que sa sœur n'entendît jamais le nom de Willoughby prononcé devant elle ne furent pas sans succès. Ni madame Jennings, ni aucun de ses enfants, sans en excepter la babillarde petite dame Palmer, ne parlaient jamais de lui devant elle. Mais ils s'en dédommageaient amplement lorsqu'elle n'était pas avec eux, ce qui arrivait souvent.
Et la pauvre Elinor était obligée de supporter seule leur curiosité, leur indignation, et, ce qui était pire encore, leur pitié pour sa sœur. Sir George pouvait à peine croire que cela fût possible. Un homme dont il avait toujours eu bonne opinion, un si bon garçon, le meilleur écuyer et le plus habile chasseur de l'Angleterre, et quel danseur infatigable! C'était une chose incroyable. Il le donnait à tous les diables du plus profond de son cœur. Il ne lui dirait plus une seule parole pour tous les biens du monde, à ce scélérat, à ce trompeur. Pas même, disait-il, s'il m'offrait une de ces charmantes petites chiennes. Non, non, tout est fini avec lui. Madame Palmer exprimait aussi sa colère à sa manière, sans savoir ce qu'elle disait. Elle était décidée aussi à rompre avec lui et remercier le ciel de ne pas le connaître. Elle le haïssait au point de ne pouvoir parler de lui, et conter à tout le monde ce qu'elle en savait. Ce fut par elle qu'Elinor apprit toutes les particularités du mariage, chez quel sellier les voitures se faisaient, et quel peintre peignait les miniatures de l'époux et de l'épouse, et dans quel magasin on pouvait voir les parures étalées, etc., etc. Lady Middleton dit le premier jour « En vérité, un homme de la bonne société ne devrait pas se conduire ainsi. N'avoir pas l'air de connaître une personne chez qui il a été reçu si poliment, une parente de Sir George, c'est très mal. » Ensuite, elle n'en parla plus du tout. Mais ayant appris que Madame Willoughby était une élégante qui donnait le ton et se mettait à merveille, elle pensa qu'elle embellirait ses assemblées et se promit de lui envoyer des cartes de visite et de l'inviter au premier route qu'elle donnerait. En attendant, sa polie indifférence plaisait mieux à Elinor que le bruyant et humiliant intérêt des autres personnes de leur société, que celui même de Madame Jennings, qui disait à tout le monde, comme cette pauvre Maria était malade de chagrin, comme c'était une pitié de la voir à table sans manger, quoiqu'elle lui donnât les meilleures choses du monde. Mais qu'y faire? Tout cela n'est pas le traître Willoughby, c'est lui qu'elle voudrait, et je ne peux pas le lui rendre, etc., etc. Monsieur Palmer, qui n'avait pas l'air de se douter qu'il y eût au monde une Maria Dashwood et un James Willoughby, était dans ce moment celui de leur société qui convenait le mieux à Elinor, excepté cependant le bon colonel qui ne parlait de Maria que sur le ton de la plus extrême délicatesse, et avec qui Elinor pouvait causer avec une confiance entière. Il trouvait dans l'amitié que cette aimable fille lui témoignait, et dans la manière beaucoup plus affable de Maria, la récompense du zèle amical qu'il avait montré, en découvrant et ses chagrins et ses humiliations. Depuis qu'elle savait qu'il était très sensible et qu'il avait été malheureux en amour, elle le voyait sous un tout autre point de vue. Il l'intéressait. Et Elinor se flattait que cet intérêt s'augmenterait peu à peu. Mais Madame Jennings, qui avait mis dans sa tête que ce mariage se ferait au milieu de l'été, trouvait que les choses ne s'avançaient point assez. Le colonel lui paraissait tout aussi grave et silencieux qu'à l'ordinaire, malgré les petits encouragements qu'elle lui donnait en lui disant tous les soirs « Colonel, vous reviendrez demain, n'est-ce pas ?» et en jetant un coup d'œil fin sur la pensive Maria. Malgré tout cela, il ne s'était pas encore adressé à elle pour parler en sa faveur, et n'osa pas s'offrir lui-même. Au bout de quelques jours, elle commença à penser que ce mariage n'aurait lieu qu'en automne. Et à la fin de la semaine, elle décida qu'il ne se ferait jamais. La bonne intelligence qui régnait entre Elinor et le colonel, et leur aparté, lui persuadèrent qu'il s'était tourné du côté de l'aîné, et que la belle terre de Delaforte, le canal, les bosquets et le maître seraient bientôt en sa possession. Edward Ferrars ne paraissait point, Elinor n'en parlait jamais, et Madame Jennings l'oublia complètement. Au commencement de février, 15 jours après la réception de la lettre de Willoughby, Elinor eut la pénible tâche d'apprendre à sa sœur qu'il était marié. Elle avait prié Madame Jennings, qui savait tout par Madame Palmer, de l'informer dès que la cérémonie aurait eu lieu, pour que Maria ne l'apprît pas par les papiers qu'elle lisait tous les matins avec empressement. Elle reçut cette nouvelle avec un calme affecté, auquel on voyait qu'elle s'était préparée. Elle ne fit nulle observation, elle ne versa point de larmes, mais elle s'enferma dans sa chambre toute la matinée, et quand elle en sortit, elle était presque dans le même état que le jour qu'elle reçut la fatale nouvelle. Les nouveaux époux quittèrent la ville dès qu'ils furent mariés. Elinor fut soulagée de sentir qu'il n'y avait plus de danger de les rencontrer, et que sa sœur,
qui n'était pas sorti une seule fois de la maison depuis son chagrin, pourrait au moins prendre l'air, se promener, et reprendre par degrés sa vie accoutumée. Peu de jours après, les deux demoiselles Stills arrivèrent chez un de leurs modestes parents à Holborn. Mais elles n'eurent rien de plus pressé que de se présenter chez leur connaissance du bon ton, chez leur cousine Milady Middleton, et à Berkeley Street, chez leur tante Madame Jennings. Elles y furent reçues avec cordialité, quoique la politesse de Lady Middleton eût une nuance de protection, de plus qu'elle n'avait à Barton. Elinor fut la seule qui, dans le fond de son cœur, fut fâchée de les voir. La présence de Lucie lui faisait éprouver une véritable peine. Elle ne savait comment répondre à ces exagérations de fausse amitié qui la rendaient toujours plus méprisable. « J'aurais été désespérée, ma chère Miss Dashwood, de ne pas vous trouver encore ici, » lui disait-elle, en pesant sur ce mot avec emphase. « Mais j'avais toujours espéré que vous y seriez. J'étais sûre que vous resteriez à Londres, au moins tout le mois de février, quoique vous m'eussiez dit et assuré à Barton que vous repartiriez avant. Mais déjà, alors, j'étais convaincue que vous changeriez d'idée. Il aurait été cruel, il est vrai, de partir avant l'arrivée de votre frère, de votre belle-sœur et de la famille. Actuellement, je suis sûre que vous n'êtes pas du tout pressé de vous en aller. Je suis au comble de la joie que vous n'ayez pas tenu votre parole. » Elinor la comprit parfaitement et mit en usage toute la force de son esprit pour qu'elle ne s'en aperçût pas. « Je suppose que vous irez demeurer avec monsieur et madame John Dashwood dès qu'ils seront à la ville, » reprit Lucie avec affectation. « Non, je ne le crois pas, » répondit Elinor. « Oh oui, oui, j'en suis sûre. Il en sera tout de même que de votre retour à la chaumière au bout d'un mois. » Elinor lui laissa croire ce qu'elle voulait et ne répondit rien. « Comme c'est délicieux pour vous, chère Elinor, que votre maman vous permette une aussi longue absence et puisse se passer de vous aussi longtemps. »« Aussi longtemps ?» s'écria madame Jennings. « Ne dites donc pas cela, Lucie. Leur visite ne fait que de commencer. » Lucie se tut avec l'air mécontent. « Je suis fâchée que nous ne puissions pas voir votre sœur, dit mademoiselle Anna. Est-ce qu'elle est malade ? On prétend qu'elle a ses raisons, et je le comprends bien. On ne trouve pas facilement un homme tel que M. Willoughby, et c'est vraiment une grande perte. Elle est donc bien désolée, la pauvre Maria ? Elle le sera certainement, mesdames, de n'avoir pas le plaisir de vous voir, dit Elinor avec une noble simplicité. Elle a aujourd'hui un très grand mal de tête, qui la force à garder sa chambre. Un mal de tête ? Quel malheur ! Je la plains beaucoup, je vous assure. Mais ne pourrait-elle pas également voir d'anciennes amies de campagne comme nous, avec qui elle peut ouvrir son cœur en entier ? Rien ne soulage mieux. Nous allons monter chez elle. Je crois, dit Elinor un peu sèchement, que pour la migraine, le silence et le repos valent mieux. Elle commençait à les trouver impertinentes au point qu'elle ne pouvait presque plus se modérer. Lucie lui épargna la peine d'une réprimande. Elle en fit une très sèche à sa sœur aînée sur son manque d'usage et de politesse. Elinor trouva que celle qui grondait aurait mieux encore mérité la gronderie et la fit partir avec plaisir. Fin du second volume. Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Ressourcerie de l'écrivain et sur ce déjà 9e vlog lecture, il me semble, 8e vlog lecture sur Raison et sensibilité. On a donc lu les chapitres 31, 32 et 33 du 2e tome de Raison et sensibilité que l'on vient de finir. Et il en reste encore deux volumes qui vont être un tout petit peu plus longs que celui-ci. Attendez, j'avais ouvert les trucs. Il tourne autour de 220 pages, dont le troisième volume compte 9 chapitres et 222 pages, il me semble. Et le 4e volume compte 10 chapitres avec 229 pages. Je pense que je vais de nouveau faire une petite pause
dans la lecture de Raison et Sensibilité. Parce que là, en fait, il fait une chaleur à crever, c'est orageux. J'ai combien dans le bureau? J'ai 25 degrés. Et je me suis descendue au moins 3/4 de litre de flotte. Parce que j'ai vraiment la pâteuse là. Il fait une chaleur à crever, c'était pas évident. Du coup, c'était 3 chapitres riches en révélations. J'ai l'impression que j'avais raison. J'avais une intuition comme quoi Willoughby n'était pas un homme à qui faire confiance. Et en fait, la réalité de ce qui est écrit a largement dépassé ce que je pensais de lui. Parce que, au niveau des rumeurs concernant Lord Barton, je pensais vraiment qu'il avait une fille naturelle. Et du coup, je trouve que c'est quand même vachement... Au final, on ne sait pas qui est le père de la gamine là, de Caroline Williams, la protégée du colonel Brandon. On ne sait pas qui c'est le père, mais que Willoughby il ait quand même fait un joli petit détournement de mineur comme ça. Bon petit bâtard quoi, hein. Je l'ai appelé, en fait, ça fait 2 volumes que je l'appelle Willoughby, parce que j'arrive pas à prononcer ce nom. Du coup, c'est assez rigolo parce que ça fait un petit côté Wallaby, mais encore plus compliqué à... Enfin, Wallaby, c'est pas compliqué à dire, mais Willoughby, je sais pas, c'est marrant. C'est un nom qui me fait rire. Bref, Willoughby, bâtard de compétition quand même. Et franchement, le colonel Brandon a bien du courage et il est bien... c'est quelqu'un de très digne, je trouve. J'ai l'impression qu'il y a eu un demi-aveu comme quoi il a provoqué Willoughby en duel et il l'a blessé au bras. Ça n'a pas été très clairement dit parce que, de mémoire, mais parce que j'avais fait des petites recherches à ce sujet sur les chroniques de Bridgerton, où je ne sais plus si ça a lieu dans les livres, mais dans la série, dans la première saison, Anthony Bridgerton, le frère aîné des Bridgerton, se bat contre son ancien meilleur ami, mais futur beau-frère, le duc de Hastings, parce qu'il a plus ou moins embrassé, ploté Daphné dans les jardins. Donc en gros, il l'a sali, quoi. Il a mis en danger sa réputation, donc il doit l'épouser et il est obligé de l'épouser, sinon la réputation de Daphné est ruinée et celle de sa famille est entachée. Donc c'est beaucoup à porter pour pour la famille. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Et donc le colonel Brandon qui était plutôt... Ah oui, je vais vous dire deux trois bricoles sur déjà les duels et sur l'armée. Parce que j'ai fait quelques recherches par rapport aux chroniques de Bridgerton qui, si elles ont forcément une assise historique qui est moins importante que Raison et Sensibilité, parce que Jane Austen, elle parle de ce qu'elle connaît de son époque, mais c'est à peu près la même époque. Moi, je considère que Raison et Sensibilité, c'est 1811, et il me semble que les chroniques de Bridgerton, ou au moins le premier volume, c'est en 1815, et à Londres. Alors que Raison et Sensibilité, c'est un peu plus à la campagne, et on arrive à Londres ensuite. Mais bref, les duels étaient interdits par la loi. Parce que, en fait, il ne fallait pas que les nobles s'amusent à s'écharper entre eux. Parce qu'il y avait, de ce temps-là, les guerres napoléoniennes, et il y en a eu plusieurs, qui impliquaient du coup... Je vais être assez imprécise parce que là, je m'en souviens plus trop, mais en gros, il y avait une alliance de plusieurs pays, dont l'Angleterre, contre... la volonté d'expansion, il me semble, de Napoléon. Je ne sais plus lequel c'était, je crois que c'était le 3. Ça doit être à peu près à l'époque de Victor Hugo, donc il me semble que c'est Napoléon III, sans être sûr. Les duels étaient interdits, pourquoi? Parce que s'il y a un noble qui se fait buter, c'est un potentiel gradé de l'armée qui a plu. Et en fait, souvent, les aînés, ça on l'a vu aussi dans un autre livre de Julia Quinn,
Je crois que c'est dans les chroniques des Rokesby. Ça, c'est sur la génération d'avant, les Bridgerton. Euh, en fait, les aînés ne peuvent pas aller dans l'armée parce que ils ont la charge du titre, de la fortune, des terres. Ils ont la charge aussi de... il y a tout ça à faire tourner. Il y a la place au Parlement aussi, donc une place politique, une représentation de la famille. C'est eux qui doivent concevoir les héritiers pour perpétuer le nom. Donc les aînés sont un peu dans un petit cocon et il ne faut pas qu'ils rentrent dans l'armée. Il ne faut pas qu'ils fassent de duels. Enfin, les duels, c'est pour tout le monde. Hein. C'est illégal. Et du coup, les aînés ne peuvent pas non plus entrer dans les ordres, ce qui est logique. Et de ce que j'ai compris en fait de cette période-là, c'est que les aînés, ils sont à cette place-là qui peut être contraignante parce que ça peut aller contre leur volonté aussi, parce qu'ils peuvent vouloir entrer dans les ordres ou ils peuvent vouloir s'impliquer dans leur armée pour leur pays, pour la défense de leur pays. Et souvent, ce rôle-là est dévolu au second, voire au suivant. Aux hommes, évidemment. Parce que du coup, les seconds, voire suivants, ils n'ont pas le titre, à part éventuellement vraiment le second, au cas où si le premier il tousse un petit peu, des trucs comme ça. Mais je dirais que surtout les derniers nés, quand il y a une tripotée d'enfants, les derniers nés en fait ils vont pas avoir une fortune aussi forte que le premier, ce qui est logique. Ils ont une pension, un truc comme ça, s'il y a une fortune, on va pas les laisser crever de faim non plus. Mais ils vont pas avoir des terres aussi importantes, ça va être une maison et des terres qui vont être beaucoup plus modestes. Et ceux-là, du coup, peuvent éventuellement travailler, ils peuvent entrer dans l'armée, ils peuvent aussi, pourquoi pas, entrer dans les ordres. Le colonel Brandon, son frère aîné étant mort, sans descendance, il me semble, est censé être remarié après avoir divorcé d'Elisa. Les divorces, c'était pas courant. Hein. C'était vraiment, vraiment pas courant. C'était un scandale. Hein. Ça, j'ai pas plus recherché que ça, mais je ferai certainement des recherches là-dessus, parce que ça m'intéresse. Mais du coup, lui, comme il s'est pas remarié, il n'y a pas d'enfant en route, donc en toute logique, lui mourant, c'est le colonel Brandon qui récupère le titre, la fortune, les terres, la place au Parlement éventuellement. Et je pense que du coup, le colonel Brandon, il continue à être appelé colonel parce que c'est un grade qu'il a obtenu par ses talents ou parce qu'il l'a acheté. Là, je pense que l'armée, c'est finito pipo. Hein. Il pourra plus y retourner. Et c'est vrai qu'il n'a pas une vie évidente, le pauvre petit colonel Brandon. Là, franchement, il me fait mal au cœur. Hein. Et point positif, alors là, je chippe à mort. Parce que, comme en fait, lui, il s'était déjà dévoilé sur les sentiments qu'il avait pour Maria. Après, c'est vraiment complexe, que je me dis... Elle ressemble un peu physiquement à Elisa. Elle ressemble surtout au niveau du caractère à Elisa. Donc ça doit ça doit le retourner tout ça. Et avec tout ce qu'il a subi avec la pauvre gamine aussi et Willoughby, franchement, moi je suis quand même étonnée qu'il n'ait pas essayé de le buter, quoi. Parce que c'est un connard, hein, Willoughby. Mais c'est pas bien de tuer les gens. Il n'y a pas droit. Mais oui, du coup, le point positif, c'est que comme il s'est en plus de nouveau largement confié à Elinor, je vois vraiment qu'il y a une belle amitié qui va naître entre Elinor et le colonel Brandon. Ce qui était par exemple quelque chose qui paraissait moins important dans Orgueil et Préjugés, mais on en parlera au moment où j'en ferai la lecture, dans quelques mois ou années. Mais bref, là, on sent que les sœurs, elles sont quand même comme ça. Et je pense qu'Elinor et le colonel Brandon vont être quand même très proches. Et du coup, j'espère que... je sens que ça va être vraiment du très proche. Mais les Dashwood, ils sont comme ça aussi, j'ai l'impression. Enfin, elles sont comme ça.
elles arrivent à se faire aimer, même si Maria a son caractère, qu'Elinor elle est plus dans la maîtrise. Mais j'ai hâte de voir le colonel Brandon prendre un petit peu confiance en lui et faire peut-être sa cour à Maria, qui là, elle est plus dans le rejet, elle commence à être dans l'intérêt. Ça a été dit qu'elle est dans l'intérêt. Elle le voit autrement. Parce que, en gros, il a même pas dit qui était Willoughby. Willoughby, il a montré qui il était. Parce qu'il a fait espérer des choses à Maria. Elle avait sans doute pas besoin de beaucoup d'encouragement pour être tout énamourée. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce chip-là arriver. Ce petit couple se créer, de voir qu'il lui fasse la cour. Mais il faut pas que le colonel Brandon ne soit que dans la réparation envers elle. Parce qu'il pourrait être dans la réparation, pardon, parce que Elisa lui a échappé, a vécu un mariage malheureux, a été jetée dans une hospice parce que elle a eu un enfant hors mariage, elle a fini mal. La consomption, au fait, il me semble que c'est la tuberculose. Hein. Comment dire ? Le colonel Brandon aussi, donc, il a élevé cette gamine, même il se reproche beaucoup de choses. Il se reproche des choses par rapport à Elisa, il se reproche des choses par rapport à Caroline, il se reproche de ne pas avoir été assez proche d'elle pour pouvoir l'élever comme sa fille. Et là, il dit bien que le fils de Caroline, donc un fils illégitime, qui a l'air d'être quand même le fils de Willoughby, il va l'élever comme son fils. Donc, est-ce que cet autre bâtard, qui est le fils d'une bâtarde, est-ce que cet enfant-là va être par exemple, il va l'adopter et ce sera vraiment son fils qui peut du coup prétendre à hériter de son domaine, etc. Ou est-ce que ce statut-là de bâtard quand même va le laisser de côté par rapport à ça? Est-ce que le colonel Brandon ne va pas privilégier ses propres enfants par rapport à cet enfant-là? Mais Maria, là, j'ai l'impression qu'elle le voit un peu comme un héros. Et Maria, je pense qu'elle a besoin de voir les gens grands, de voir les gens beaux, de voir les gens passionnés. Donc là, j'ai bon espoir pour elle, pour Maria, et pour le colonel Brandon. Et ça va lui mettre du grain à moudre aussi, enfin, ça va lui donner un petit peu de jugeote à Maria. Donc ça peut être que très bien. Après, Elinor, là, j'ai l'impression elle commence à s'habituer au fait que Edward, c'est fini, enfin, qu'il va épouser une autre, etc. Lucie, j'ai envie de lui arracher les yeux, elle est insupportable. Anna, je pense qu'elle est un peu bête, tout bêtement. Elle n'est pas méchante. Lucie, je pense qu'elle est méchante. Anna, la sœur aînée de Lucie, j'ai l'impression qu'elle est juste indélicate en fait. Elle met ses gros sabots et puis elle met ses gros sabots dans le plat et elle blesse sans le vouloir pour essayer de satisfaire sa curiosité ou quelque chose comme ça. Bref, j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler. Ce que je veux, c'est... Je reviens sur raison sensibilité. Je veux que Maria et le colonel Brandon se rapprochent. Je voudrais qu'Edward Ferrars revienne un petit peu par là pour que Elinor puisse un peu traiter tout ça. Et moi, je trouve toujours que Lucie... J'ai l'impression que Lucie, c'est un Willoughby bis. Je m'en méfie fortement. Elle est pas gentille, cette dame. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette aventure vous plaît toujours autant. Moi, ça me plaît toujours autant. Pour de vrai. Et on verra pour la suite. Je pensais sinon, comme autre livre, on m'a conseillé Elizabeth Gaskell, qui est à peu près de la même époque qu'elle, que Jane Austen. Je pensais aussi pourquoi pas Virginia Woolf. Il me semble qu'elle est américaine, Virginia Woolf. C'est à peu près la même époque. Est-ce que je vais pas faire un peu de français aussi de cette époque-là? Ça me donnerait envie. Je vais voir. Je vais peut-être partir sur des nouvelles, pourquoi pas. Des nouvelles. Pour varier un petit peu en fait, pour vous proposer plusieurs choses. Pour le moment,
je vais pas vous proposer non plus de... J'ai pas envie de vous proposer de trucs pour vous inspirer à partir d'un livre tant que je n'en ai pas fini la lecture. Je mettrai par contre de côté les Mille et une nuits parce que ça va être très long à lire et tout ça. Donc je pense que pour les Mille et une nuits, je le ferai volume par volume. Et comme je vous l'ai dit, cette chaîne-là, c'est aussi parler de la culture, des livres, etc. Des livres, des films, des séries, ou même d'une exposition, j'en sais rien. Mais il y a aussi une partie où moi j'ai envie que ce que je vous apporte puisse vous inspirer dans votre pratique à vous. Donc ça peut être même que ça puisse vous faire rêver tout simplement. Hein. Et du coup, ça va venir. Pour le moment, j'ai rien fait à ce sujet-là, mais ça va venir. Faites-moi confiance, j'en ai sous le capot. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, nuit, journée, etc. J'espère qu'il y aura un petit peu d'orage du côté de chez vous, mais pas trop, histoire que vous puissiez vous rafraîchir un petit peu. Et je partirai peut-être sur une lecture un peu été, un truc un peu cool quoi. On verra. À bientôt!